Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais, ouais. C'est la première fois que je fais un truc aussi pro. Ouais. On pourra faire l'incrustation, tu veux qu'on mette C'est le stress. Des femmes, Un cochon. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Alors, je suis psychodélique. J'ai une petite chaîne YouTube où je suis vidéaste depuis à peu près 4 ans, bientôt 4 ans déjà. Parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'ai signé une... J'ai fini à la fac anthropologie et sociologie des religions, donc j'aime beaucoup l'histoire, c'est pour ça que les Assassin's Creed pour moi c'est de l'eau bénite, c'est de la Bible. Et dernièrement je suis aussi administrateur de la communauté francophone sur Trial.fr qui reprend la communauté francophone du jeu Trial Fusion, Trial Evolution. On est en partenariat Ubisoft d'ailleurs sur ce site là. Quand même. Voilà, assez content de ce truc là. D'accord, et qu'est-ce que tu fais à la Edge Convention? J'ai 31 ans maintenant et j'adore tout ce qui est rétro. Je joue chez moi assez aux jeux rétro, mais j'ai pas une très grosse collection. Et de venir à des conventions comme ça permet de jouer à d'anciens jeux. Mais surtout, le plus important en fait, c'est que ça me permet de rencontrer d'autres passionnés en fait et d'échanger sur plein de points. Comment dire, on a chacun une expérience très très différente en fait de notre vécu, de notre enfance à travers les jeux rétro, et ça permet en fait de toucher d'autres points qu'on n'a pas abordés pendant notre enfance et d'échanger justement ces choses avec d'autres personnes, et c'est ça qui est agréable dans les conventions amateurs en fait à dimension familiale, amicale en fait. Parce qu'au-dessus de 90 personnes ça devient dur. Alors dans les Japan Expo, des trucs comme ça, c'est juste impossible d'avoir un lien. Là c'est génial, là on peut vraiment former un lien. Voilà, regardez, c'est pas beau ça, c'est juste magnifique. Ce qui s'est passé aussi récemment, c'est Mélenchon, ouais, c'est totalement faux sur la révolution, ce qui se passe et tout. Puis après, t'as plein de gros casse-couilles qui disent, ouais, mais il y a plein d'aberrations anecdotiques et de faits historiques qui sont totalement débiles et mal foutus, alors que c'est censé être un truc historique. Les gars, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, ça relate l'histoire de manière la plus fidèlement possible, mais ça prend énormément de liberté pour que ça soit plus agréable au niveau jeu vidéo. Par exemple, je sais pas, le jeu se passe globalement en 1791, donc 2 ans après la prise de la Bastille, pendant les gros événements de la Révolution. La Bastille est encore dans le jeu en train d'être démontée, alors qu'en fait il a fallu moins de 2 ans pour la démonter, il restait plus un seul pavé de la Bastille. Mais c'est vraiment agréable dans l'inconscient collectif, c'est vraiment mieux de voir la Bastille, de pouvoir se promener sur la Bastille. Et en fait, il y a une notion de vouloir compléter quelque chose que vous n'avez peut-être pas pu dans le passé. Oui, il y a une notion de compléter des expériences qu'on n'a pas eues, et de voir des jeux qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir à l'époque, et aussi de parler, de revenir sur des sujets très nostalgiques, très mélancoliques en fait, qu'on a vécu à l'époque en fait. Et de partager sa passion, c'est vraiment de partager... de trouver des atomes crochus avec d'autres personnes et tout, et c'est ça qui est agréable. Alors c'est marrant, parce que pour partager, du coup, vous utilisez des nouvelles technologies, tout ce qui se démocratise à domicile, qui permet de s'autoproduire en fait. Oui. Et en fait, est-ce que tu as une particularité quand tu t'autoproduis? Quelle est ta plus-value ou... Ma plus-value, alors quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'avais, on va dire, une plus-value. Une différence? C'est que je faisais du superplay, je faisais des jeux sans me faire toucher, qui s'appelaient les One Life Gamers. Par exemple, j'ai fait des Tintins en Tibet sans me faire toucher, des trucs comme ça qui sont assez réputés pour être difficiles, des Mega Man X. Donc t'es l'intouchable en fait. Voilà, à l'époque. Et en fait, depuis que je suis devenu papa, je suis un peu en retraite forcée en fait. C'est juste que j'ai plus le temps autant de jouer. Donc ma chaîne YouTube s'est transformée en chaîne bazar quasiment, où je fais un peu de let's play, où je parle un peu en général de diverses choses. Et voilà, c'est ma chaîne... comment dire, j'ai un gros boulot à côté qui me passionne en fait, et en fait ma chaîne YouTube c'est devenu un peu le repos du guerrier en fait. Je fais mes vidéos en détente totale, sans me prendre la tête. Ça plaît parce que je garde un côté naturel en fait. Peut-être ouais, c'est peut-être une plus-value pour certains, je sais pas. Après on va dire que j'ai des méga grosses chevilles. Je garde un naturel en fait. Je suis toujours naturel. Puis voilà, il paraît que je parle relativement bien. Et après, je sais pas, dites-le vous-même, si vous regardez cette vidéo dans les commentaires, je vais pas me glorifier moi-même, ça va faire bizarre. On voit les drapeaux français de partout. Il faut savoir que le drapeau français est arrivé à quelque chose, a été instauré en 1794, donc 3 ans ou 2 ans ou 3 ans après les événements qui se passent. Mais bon, dans l'inconscient collectif, la révolution, c'est avec les drapeaux français qui sont partout. Et c'est plus agréable d'avoir des drapeaux français
bleu, blanc, rouge, que les vrais drapeaux révolutionnaires, qui en fait, les vrais drapeaux révolutionnaires, pour ceux qui veulent savoir, ils étaient rouges d'un côté et blancs de l'autre, qui représentaient la royauté qui va changer et la colère du peuple et le peuple de l'autre côté qui va prendre le pouvoir en fait. Comme pareil, on rentre dans... Qu'est-ce qu'il y a d'autre on rentre dans un café, ils sont en train d'entonner la Marseillaise. Ils disent, ouais, c'est dégueulasse, c'est totalement débile. Vous arrivez à imaginer la Révolution sans la Marseillaise? Donc oui, la Marseillaise a été instaurée elle a été écrite en 1793, donc 2 ans après, elle a été instaurée en hymne national en 94 ou en 95. Donc, voilà. Mais bon, ça fait partie du truc. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que tu parles d'aborder les jeux de façon intouchable, faire du parfait en fait quelque part. Et du coup, est-ce que il y a une contrainte au niveau du type de jeu qui te permet ça, c'est-à-dire des jeux à l'époque où il n'y avait pas forcément de barre de vie, de résilience, où tu étais touché un coup, tu étais mort, ou est-ce que tu peux aussi le faire sur des nouveaux jeux Je l'ai fait aussi sur des nouveaux jeux où il y avait des barres de vie, et je voulais, comme Mega Man X, on peut se faire toucher plein de fois, mais je l'ai fait sans me faire toucher. Et ce qui me plaisait en fait, c'était ma femme, elle aime bien les jeux vidéo, mais pas spécialement. Et en fait, ça m'a permis de faire des vidéos avec elle, de partager cette passion davantage avec elle, en fait, parce qu'elle, de son côté, elle préparait un très gros dossier où elle racontait les anecdotes croustillantes du jeu, les anecdotes historiques de conception du jeu et tout. Et pendant que moi je me concentrais sur le jeu, elle était en train de dire son texte à côté. C'est ça qui me plaisait, en fait. Puis Tintin, bon, c'est surtout qu'il est très concentré politique aussi. Hein. Oui, c'est très très politique. Évidemment, l'Église avait un énorme regard dessus, et également les politiques. Hein. Le premier Tintin chez les soviets, c'est une grosse critique du système communiste. D'ailleurs, Tintin au Tibet, c'est un petit peu aussi un moyen de critiquer la politique chinoise. C'est pour ça qu'il a été interdit en Chine pendant très longtemps. Ah bon? Oui. Et le seul qui sait récemment, ils ont sorti une édition. Un éditeur chinois a sorti une édition. Il a marqué Tintin au Tibet chinois. La famille de Hergé a tout de suite porté plainte, puisque justement c'était contre ça et il voulait parler du Tibet, Népal, etc. Pas de Chine. Par contre, ce que je me souviens, c'est dans la BD, Milou tombe dans l'eau, dans la rivière, à cause d'une bouteille de whisky qu'il a ingurgité du Capitaine Haddock. Et là, ils ont dit que c'était à cause d'attitude. Voilà, et dans le dessin animé, une fois qu'il a été adapté en dessin animé pour faire plus enfant, ils ont supprimé la bouteille de whisky évidemment du Capitaine Haddock, et ils ont soi-disant il avait mal au crâne à cause de l'altitude. Il y a un autre truc aussi avant que tu poursuives sur ton aventure de Chang. Oui. Je me souviendrai toujours quand j'ai démarré à la fac en anthropologie, sociologie des religions. Mon prof de sociologie, le tout premier cours, il a dit « Ah, j'ai quelques copies à faire, mais vous qui ne connaissez rien à rien, je vais vous mettre le premier 20 sur 20 du semestre à celui, tout le monde connaît Tintin, à celui qui saura me dire qu'est-ce que veut dire bachibouzouk. » Et il nous dit, parce que la sociologie c'est exactement ça, c'est entendre un mot qu'on ne connaît pas et tout de suite se renseigner derrière qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Le premier qui me donne l'explication de qu'est-ce qu'un bachibouzouk, la célèbre insulte de Captain Haddock, je lui mettrai un 20 sur 20. Alors forcément à l'époque on n'avait pas d'iPhone, on n'avait pas d'internet, et forcément personne connaissait, sauf toi, sauf Bibi. Et ouais, puisque... Attends, parce qu'un passage à la con, des fois ça passe pas, ça passe. Sauf Bibi, puisque d'origine serbe, et donc je connais assez bien la culture serbe, et évidemment turque, et l'Empire ottoman justement. Et ben je lui ai répondu, bachibouzouk, qui voulait dire en turc en gros mauvaise tête, d'où l'insulte de Captain Haddock. C'était des mercenaires, des cavaliers mercenaires engagés dans l'Empire ottoman. Mais comme ils étaient pas très doués, ils étaient pas... Enfin, c'est pas qu'ils étaient pas très doués, ils étaient assez bestiales. Ouais. Ils étaient tellement bestiales en envahissant la Bulgarie que ça a déclenché une des plus grandes guerres du XVIIIe siècle. Et ils étaient surtout recrutés pour reconnaissance, poursuite et recueil d'informations. Donc voilà, bon, c'était ma petite culture G et mes chevilles ont un peu enflé. Donc tu peux reprendre sur Chang. Et voilà. Et pour toi, c'est plus dur d'être intouchable dans un ancien jeu ou dans un nouveau? Ça dépend totalement des jeux. Il y a des jeux qui sont faits pour être touchés. On ne peut pas traverser un jeu sans être touché. Ça dépend vraiment du type de jeu. Il y a encore des jeux maintenant qui jouent sur ça, comme par exemple Super Meat Boy, où il faut faire tous les niveaux sans être touché une seule fois.
Volgar, qui est sorti aussi récemment, Volgar, où on joue un gros viking, qui reprend un peu les codes de Ghost 'n Goblin, où on peut se faire toucher 2-3 fois si on a des upgrades, mais sinon on est mort. Mais le but du jeu, c'est basé sur finir le jeu sans se faire toucher. Et ça, c'est génial. Il est hyper dur. Il faut beaucoup d'investissement pour en arriver à bout, mais c'est ça qui est génial. Enfin, moi, c'est ça que je recherche dans les jeux de maintenant, parce que même si j'adore les Assassin's Creed, par exemple, le truc comme ça s'est énormément casualisé pour plaire à un maximum de monde. Et en fait, Assassin's Creed, c'est devenu une promenade. C'est même plus un jeu. C'est je regarde un film, je me promène. Il y a un peu de difficulté, mais ça, voilà, il n'y a plus rien. Au niveau jouabilité, il n'y a rien de bien transcendant. Mais l'aventure est magnifique d'Assassin's Creed. C'est pour ça qu'il me faut à côté des jeux un peu plus durs comme des Ninja Gaiden, des Volgar, des trucs comme ça, des Super Meat Boy, où je retrouve vraiment l'essence d'un gameplay pur, quoi. Tu sens qu'il y a besoin. Ouais, je sens que je finis en sueur et que quand j'ai accompli un truc, j'ai ce sentiment d'accomplissement en fait. D'accord, tu as besoin de quelque chose d'assez intransigeant, de dur, un chemin de croix, un truc voilà, comme ça. Un chemin de croix, voilà, quand je repense au jeu, je me mets la musique de Rocky dans la tête et je me fais un petit montage de tout ce que j'ai vécu dans le jeu, quoi. C'est ça qui est génial. Super génial. C'était super génial. Cette fois qui s'appelait rue Saint-Micèze, maintenant elle s'appelle rue d'Alger. Ça doit être cette rue ou ça doit être la rue qui est juste là. Peut-être la petite rue qui est là. Pareil, les plaques en émail, c'est là qui donnent le nom des rues, place de la Convention. Il faut savoir que ces plaques en émail ont été instaurées qu'en 1850. Donc il y a plus d'un demi-siècle de différence. Mais bon. D'accord. Et alors d'où te vient cette notion d'intouchable? T'étais le meilleur à la balle aux prisonniers à l'école? Je sais pas. Non, pas du tout. En fait, j'avais très peu de jeux à l'époque. C'était pas terrible financièrement avec la famille et tout ça. Donc j'avais très peu de jeux. Ma mère m'achetait un jeu tous les 3 ou 4 mois. Et quand quand tes parents t'achètent un Tintin au Tibet et qu'ils disent bon bah voilà, ton prochain jeu sera dans 3 mois, tu les as comme ça. Donc ouais. En fait, bah t'as 3 mois où tu le fais en boucle. Donc 3 mois où tu le fais en boucle, et puis après, quand t'es gamin, bah, tu passes des années et des années dessus. Le jeu, tu le connais plus que par cœur. Tu peux presque le faire les yeux fermés. C'est pour ça. Et j'ai fait... Et il y a plein de joueurs qui disent « Ouais, mais il est dur, il est dur. » En fait, non. Les gens pensent qu'un jeu est très dur parce qu'en fait, ils s'y investissent pas dessus. Mais en fait, dès qu'on connaît un peu comment les ennemis bougent, comment le jeu bouge et tout ça, le jeu, il n'est pas spécialement dur. Il faut juste s'investir dessus. Donc c'était aussi pour évacuer ces fausses légendes urbaines, en fait, comme Tortue Ninja sur NES, il paraît qu'il est injouable, super dur, alors qu'en fait, c'est un des meilleurs jeux sur NES qui existe, et il se fait casser injustement du sucre sur le dos, en fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, dans la place Vendôme, ils vendent des écharpes à... Sans dire de conneries, genre à... 980 €, 1200 €, ouais, 1300 €. Voilà la place Vendôme. Elle a pas trop changé. Bon, à part le pavé, quoi. Enfin, même le pavé, voilà, c'est à peu près ça. Bon, maintenant, il y a des parkings, il y a des boutiques, des bijouteries fines et tout. Et là, ils sont en train de conspuer la statue du roi. Est-ce qu'il y a un plug anal? Alors non, il n'y a pas le plug anal, c'est vraiment dommage. J'aimais bien, moi, ce plug anal. C'est vraiment dommage qu'il l'ait saboté. Salut Neurotech, merci d'être passé. C'est vraiment dommage qu'il l'ait saboté. Là, si vous avez vu, ils veulent faire une espèce de tour Toblerone triangulaire. C'est pas mieux. Par exemple. Et cette pratique en fait du jeu vidéo et ton originalité en fait dans la manière de l'aborder, est-ce que tu en extrais une richesse, une valeur, peut-être une façon d'aborder la vie? Est-ce que tu es intouchable aussi dans la vie? J'aimerais bien être intouchable, comme dans les jeux vidéo, ou alors dès qu'on se rate sur un truc où on dit une connerie, qu'on puisse recharger la partie, ça serait génial, surtout avec ma femme. Mais ça t'a appris la capacité à te focaliser sur quelque chose jusqu'à ce que tu y arrives. Comme tous les gamers, alors c'est pareil, il y en a qui disent ouais les jeux vidéo c'est débilisant, mais en fait non, ça a été même prouvé scientifiquement que les jeux vidéo permettent une meilleure approche sur un puzzle. Et quand je dis puzzle, c'est vraiment dans le terme très large de la vie, c'est-à-dire on a un problème dans la vie, dans la tête on va forcément faire cette approche face à ce problème différemment d'un gars qui ne joue pas en fait. Parce qu'on est tellement, depuis qu'on est gamin, on est tellement habitué à arriver face à un puzzle, à le régler, qu'on gagne des réflexes totalement différents par rapport à une autre personne en fait. Ou même plus rapide, on va pas, c'est pas les super gamers non plus, hein, c'est pas une nouvelle race de gens, mais oui, il y a des moments où je le sens au boulot,
Il y a un problème, je vois avec mon collègue qui rame un peu, et puis moi je lui dis dans ma tête, je me fais les plans à peu près, et je fais tiens, on peut faire ça. Alors ça peut être bon ou mauvais, mais j'ai une idée en tête. Je reste pas à dire je sais pas. Non, j'ai une idée en tête. Voilà, je veux tester mon idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On fonce plus en fait. C'est peut-être ça aussi le truc. On est plus fonceur. Ouais, on développe une initiative. Voilà, on est plus, ouais, voilà, c'est exactement ça. On prend plus l'initiative, on est plus fonceur, on ose plus en fait, on ose plus s'ouvrir. Je pense que ouais. Donc voilà, là on est dans les quartiers riches. Et c'est juste magnifique. Enfin, les quartiers un peu plus huppés. Voilà, on arrive aux marais. Les marais ont très peu changé aussi. Les marais ont très peu changé. Pour ceux qui s'y promenaient, alors maintenant les marais sont réputés pour être le quartier gay de Paris, tout simplement. Donc si vous y allez, allez-y avec un copain. Sinon vous allez récupérer au moins 45 numéros de téléphone si vous êtes beau gosse. Et n'allez surtout pas dans les toilettes d'un des cafés du Marais, il se passe des choses très bizarres. Très bizarres. J'en ai fait les frais. Mais sinon c'est hyper swag à y aller, ouais, swag. Intéressant. Alors je sais pas, et comment tu vois un peu le futur Je sais pas du tout. je vis le moment présent. C'est une question très vaste. C'est hyper vaste. Je sais pas comment les jeux vidéo seront dans 20, 30, 40 ans. Ça va être génial. Il y en a qui disent ouais c'était mieux avant, mais non, c'était pas mieux avant, c'est juste que soit ça nous touche pas, on n'est plus la cible des trucs, ou alors on n'a plus l'âge, ou on a d'autres priorités. Mais il y en a qui disent ouais l'âge d'or c'est la Super Nintendo, la Mega Drive. Oui c'était bien à l'époque, mais maintenant on a 18 000 jeux, il y a 36 000 jeux gratuits par mois. On a presque une overdose de jeux vidéo, on peut pas jouer à tout. À l'époque tu avais ton Tintin au Tibet, ton Mega Man X, ton Sonic, tu jouais pendant l'année, quoi, t'étais dessus. Alors que le jeu il dure une demi-heure, quoi. La durée de vie d'un jeu à l'époque c'était une demi-heure, une heure grand max, sauf les jeux d'aventure évidemment. Maintenant les jeux, s'ils ont moins de 8 heures, les gens ils disent ouais il n'y a pas de durée de vie et tout, alors c'est totalement faux, comparé à un ancien jeu c'est... Et après le futur, ça va être bien, ça va être forcément bien, les jeux sont de mieux en mieux. Bon, les marketing, il y a de plus en plus bullshit aussi, mais bon, ça on l'a toujours connu. Il y en a qui disent, ouais, c'est bullshit, ils nous mentent sur des graphismes et tout. Mais moi, je me souviens encore des publicités pour la Super Nintendo qui vantaient les mérites de la 3D, de la 4D, du pixel, de la rotation, alors que c'était totalement faux, en fait, parce que c'est juste un marketing, faut pas s'arrêter ça. Faut s'arrêter au produit en lui-même, faut pas regarder autour. Parce que moi, je connais très bien le quartier idéal, j'ai beaucoup traîné au quartier idéal et à côté, la rue Réaumur-Sébastopol. C'est une rue où il y a que des sex shops. J'ai beaucoup traîné là-bas. Et c'était drôle parce qu'il y a que des sex shops. Et juste en face du sex shop, il y a une église. Je trouve ça tellement fun. Je trouve ça tellement fun. Donc là, c'est l'église Saint-Eustache et c'est juste derrière. Voilà, juste derrière, ça c'est les halles. Donc maintenant, bah, c'est une grosse dalle de béton qui a été recouverte par du verre et où il y a le centre commercial des halles qui est en sous-sol. Donc à cette époque-là, bah, c'était un marché à ciel ouvert. Voilà, à cette époque-là, c'était un marché, un des plus gros marchés, le plus gros marché même peut-être de France ou même d'Europe, si je dis pas de conneries. Paris, c'était une des plus grandes villes du monde à cette époque-là, encore. Et voilà. Donc là, t'es au-dessus de la Fnac. Exactement, là, je suis exactement au-dessus de la Fnac. Exactement ça. Et, ah oui, là, voilà, il y a ça. Il y a la halle au blé. Donc ça c'est la halle au blé. Enfin, en 1789 c'était la halle au blé. Alors ce qui est drôle avec la halle au blé, c'est que donc forcément ils vendaient du blé en fait là sur le marché, mais ça devenait tellement ingérable au niveau des chariots, au niveau de la gestion des stocks, au niveau de tout ça en fait. Ils ont créé une espèce de grande arène pour stocker tout le blé, pour fluidifier en fait la marchandise du blé et tout ça. Et le problème c'est qu'ils ont juste fait le cerceau, ils n'ont pas fait de toit. Ils ont mis peut-être 2 ans ou 3 ans avant de se rendre compte que en cas d'intempérie ou quand il pleut, le blé il pourrissait, ou alors il se faisait voler, ou alors les pigeons ils chiaient dessus et du coup ça créait des maladies. Ils ont mis 2 ans à se rendre compte. En fait les gars, on va peut-être mettre un toit pour protéger notre blé. Et c'est peut-être, je crois peut-être 10 ou 15 ans plus tard, ou même peut-être beaucoup plus longtemps, qu'il a eu un vrai toit en fer, un vrai toit en fer, la halle au blé. Maintenant c'est devenu la Bourse de Paris. Tout à l'heure tu parlais d'âge, moi je suis assez surpris, on a l'impression que cette mouvance de rétro gamer, en fait, il y a quasiment que des joueurs matures, en fait, quand on regarde un peu le faciès des gens à la Edge Convention.
Il y a très peu de jeunes. En dessous de 25 ans, c'est très dur. Ouais. De trouver des rétro-gamers en dessous de 25 ans, ça devient dur, tout simplement parce que, on en parlait avec un collègue tout à l'heure, un jeune de maintenant, il est né quoi? Il est né en 2002-2003, il a 12-13 ans, il a connu la PlayStation 3, quasiment. Pour lui, c'est ça le jeu vidéo. Alors que nous, on a connu moi j'ai connu la toute première Nintendo, puis la Super Nintendo, j'ai eu plusieurs expériences de jeux, plusieurs générations de jeux en fait, et j'ai un recul. Et ce que j'aime là-dedans, justement, c'est de retrouver cette nostalgie de l'époque et retrouver ces jeux de l'époque. De proposer à un jeune de lui montrer ce qu'étaient les jeux à l'époque, et à dire c'est quoi ce truc archaïque, c'est au musée. Oui. En fait, ce qui est drôle, c'est que je me retrouve avec des réflexions blessante, ça peut blesser, me dégage avec ton jeu de merde, de ton jeu de grand-père là qui pourrait être préhistorique, c'est débile, moi je veux jouer à Minecraft. C'est un peu... ou Call of Duty. Et en fait, je me retrouve exactement, moi quand j'étais gamin, 12-13 ans, que mon grand-père m'appelait pour aller regarder un vieux film en noir et blanc, je disais me dégage avec ton truc en noir et blanc de vieux papy. Et là je comprends comment ça peut faire mal ce genre de réflexion, je le comprends que maintenant en fait. C'est ça qui est drôle. Ouais, c'est intéressant. On peut se payer... Non, c'est vraiment con qu'on puisse pas se payer des filles de joie parce que dans Black Flag, on pouvait se payer des filles de joie et il y avait un compteur du nombre de fois qu'on s'était payé des filles de joie. Et j'étais arrivé à 150 ou 160, un truc comme ça. Alors je sais plus si c'était dans Black Flag ou si c'était dans un des Assassin's Creed avec Ezio. J'étais arrivé à 150, un truc comme ça. Là on peut pas, c'est vraiment dommage. Regardez-moi comment c'est beau. Je suradore. Avec ma petite cocarde sur l'épaule, c'est vraiment superbe. Et alors, on voit qu'il y a une certaine maturité dans ces mouvances. Et toi, par exemple, tu participes aussi à des web radios ou des choses comme ça, où en fait, il y a toute une richesse. Enfin, on a l'impression que les gens ont tout un passif au niveau de cette culture. Ils ont envie de la partager, etc. Ça commence à faire de la philosophie. Il y a des conventions ou des salons qui commencent à organiser en fait des débats sur des thématiques. Ouais. Et tu participes à ce genre de choses. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je participe quand on m'y invite, déjà. D'ailleurs, je vous remercie d'ailleurs pour en parler. Oui, c'est très agréable. Internet a énormément changé la donne, tout simplement. Non seulement Internet a changé la donne, et c'est devenu hyper simple de faire des vidéos dans sa chambre, hyper simple de partager ses avis sur Internet. Et le jeu vidéo a enfin réussi à casser un peu l'image bête et méchante de... C'est le diable en personne, ça pervertit les enfants, il va devenir un narcotrafiquant délinquant, parce que dans les années 80-90, c'était un peu ça, hein, le gamin qui jouait, c'était un psychopathe, quoi. C'est le diable en personne, le jeu vidéo, c'était le diable en personne. Ça commence enfin à casser ça, et évidemment, comme les jeux ont gagné en... Comment dire ? Pas en qualité, mais ils ont gagné en profondeur. Il y a de la 3D, il y a de la musique avec des compositeurs officiels de films, des scénaristes de films, tout ça. Donc ils sont en train enfin de voir que le jeu vidéo, ça peut aussi s'approcher du cinéma, sachant que c'est totalement con quelque part, parce que le jeu vidéo est même plus puissant que le cinéma en fait. C'est juste qu'il gagne enfin cette image d'art. Voilà, c'est devenu un art à part entière et une bulle à part entière en fait. Il a gagné en respectabilité. Voilà, il a gagné en respect et en intérêt. Voilà, on pestifère plus le gars qui joue à des jeux vidéo. Sachant que maintenant, quasiment tout le monde joue à des jeux vidéo. Tout le monde, même ceux qui n'ont jamais touché à une console de leur vie, joue à Candy Crush ou Angry Bird. Il y en a qui disent oui, c'est pas du jeu vidéo, mais techniquement, c'est du jeu vidéo et ça fait de lui un gamer. Même s'il y en a, ils vont dire ah, c'est pas un gamer, mais si, techniquement, voilà, il a joué aux jeux vidéo. Et en jouant aux jeux vidéo, ma mère, par exemple, voilà, c'est tout simple. Je suis un peu long. Ma mère, par exemple, elle a toujours accepté que je joue aux jeux vidéo. Même des fois, elle me dit « Je suis content que tu aies joué aux jeux vidéo, ça t'a évité de traîner en bas dans la cité. » Parce que je vivais dans une cité à l'époque. Donc ça m'a évité de traîner avec des gens louches, en fait. Donc, elle me dit « Les jeux vidéo t'ont sauvé la vie, à peu près dans le 93. » Et maintenant qu'elle a un téléphone portable, elle joue à Candy Crush, à Angry Bird et tout ça, et elle m'engueule pour que je lui envoie des vies. Elle joue elle m'engueule pour que je lui envoie des vies. Elle joue jusqu'à 1h du matin. Je veux passer mon niveau. Je fais, ah, tu vois, quand je voulais passer mon niveau sur Zelda, sur Megaman, à l'époque, quand j'étais gamin, que tu m'engueulais parce que j'allais à l'école le lendemain. Fait, ouais, maintenant je commence à comprendre. Et donc, en fait, les gens commencent à s'ouvrir et commencent à comprendre, en fait, nos besoins et nos envies et pourquoi on aime ça, tout simplement. D'accord, ils expérimentent par eux-mêmes et voilà. C'est pas trop tôt, quoi. Oui, c'est pas trop tôt. Le problème, en fait, c'est qu'il y a eu énormément de bâtiments rasés par qui? Par Monsieur Haussmann. Haussmann, ce qu'il faut savoir, Napoléon, après, quand il est arrivé au pouvoir au niveau de la République,
Alors, ce qu'il faut savoir, ouais, c'était la République, c'est génial, on avait le droit de vote. Non, 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 non. Napoléon est arrivé au pouvoir. Forcément, le peuple continue à se soulever bordéliquement. Il y avait plein de petites ruelles, donc comme ça, partout, des toutes petites ruelles. Et Haussmann, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a dit à Napoléon, en fait, les gars, les petites ruelles, on n'y arrive pas. Donc en fait, Haussmann a créé les méga gros boulevards, les Champs-Élysées, les boulevards Voltaire, les Républiques, boulevard Saint-Germain, tous les gros boulevards. Ouais, non, je vais y arriver. Je vous promets, je vais y arriver. Non, toujours pas. Là-dedans, putain! D'accord. Je vais rentrer dedans. Oh ouais. Donc en fait, il a rasé des baraques entières, il a élargi des routes, il a créé des boulevards. Pourquoi? Parce qu'en cas de soulèvement du peuple, il pouvait aligner des canons pour maintenir l'ordre. Tout simplement. C'est juste pour ça qu'existent les grands boulevards dans Paris. C'est pas pour que ça soit beau, c'est pour aligner une ribambelle de canons pour contrôler les émeutes. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aussi quelque part? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que le jeu vidéo n'est plus forcément diabolisé, etc. C'est même un moteur de l'industrie. Et en fait, il commence à être respecté, mais est-ce qu'il est aussi respectable aujourd'hui qu'il aurait dû l'être à une certaine époque qu'on peut appeler l'âge d'or? C'est un débat qui mériterait qui peut s'étaler sur 4 ou 5 heures, quoi. Est-ce que c'était mieux avant, maintenant? Moi, je prends on va peut-être pas le lancer. Oui, c'est clair. Moi, juste rapidement, je prends du recul dessus. On peut pas comparer, en fait. C'est comme comparer Mario Kart 8, qui est sorti là maintenant, au Mario Kart sur Super Nintendo. Il y en a qui préfèrent la version Super Nintendo, il y en a qui préfèrent la Mario Kart 8. Mais c'est sorti dans des contextes différents, avec des contraintes différentes. Ça touche un public presque différent. C'est très, très différent. On peut pas le comparer. Est-ce que c'était mieux avant ou pas? Moi, je prends le recul et je prends, en fait, le moment présent. Voilà, je vis sur le moment présent. Mais ça mériterait un énorme débat. C'est juste que ça grossit. Voilà, ça grossit. Avant, on faisait pas de conventions, mais il y avait des trucs de jeux vidéo et tout, il y a quelques magazines. Maintenant, il y a des dizaines de conventions, il y a des dizaines de trucs à gauche à droite qui s'organisent dans tous les sens. C'est tout. C'est juste la masse qui a augmenté et forcément, tu as les pro-gamers qui jouent à des jeux vidéo, qui sont des vrais gamers, on va dire, qui ressentent un peu le mal-être de se faire représenter par une armée de casual gamers. C'est pas péjoratif pourtant, casual gamer, c'est juste le gars qui joue de temps en temps. C'est comme on prend les gros groupes de rock. AC/DC, c'était génial, Metallica, c'était génial. Au moment où ils ont signé leurs 4 millions d'albums, où ils sont devenus ultra connus, ouais, c'est de la merde, moi je préfère le truc underground. Bah, c'est exactement pareil. Avec le jeu vidéo, c'est devenu très public, et donc ça commence à se faire casser par la fanbase de base, quoi, en fait. Mais bon, je prends du recul, je m'amuse toujours autant pour ma part, et voilà. Bah, écoute, je te remercie. Ouais, merci. T'as quelque chose à ajouter sinon? Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Bah, je te remercie pour ce petit quart d'heure. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Non, bah, tu verras, tu pourras couper. Normalement, oui, mais c'est toujours comme ça. Je parle. En fait, on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe derrière ou de tout ce qu'on a pu dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Ouais, impeccable.